La France traverse aujourd'hui non seulement une crise politique, mais aussi une crise économique larvée. Depuis 50 ans, nous avons méthodiquement détruit nos industries. Celles du textile, de la fabrication d'objets du quotidien, des jouets, des outils, de la décoration. Tout un pan de notre savoir-faire s'est éteint. Des phénomènes qu'en Chine ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Notre industrie automobile est attaquée, notre agriculture fragilisée, et avec elle, c'est toute la fierté de produire et de nourrir qui est mise en jeu. Mais cela n'est pas une fatalité. Nous pouvons chacun à notre échelle voter avec notre portefeuille, choisir le monde dans lequel nous voulons vivre par nos achats, nos gestes, nos préférences. Bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais ceux qui le peuvent ont une responsabilité, celle de soutenir nos entreprises, nos artisans, nos agriculteurs. Car acheter un produit fabriqué en France, c'est soutenir un emploi, un bassin de vie, une communauté. Si nous cédons à cette injonction de toujours consommer plus et moins cher, nous ne détruisons pas seulement notre modèle social, nous détruisons notre société, notre environnement. Le salon du Made in France est à ce titre une formidable vitrine de notre savoir-faire et de notre résilience. Si vous êtes à Paris, je vous invite à y faire un tour. Et sinon, engagez-vous, soutenez les initiatives, en ligne ou dans les rayons. Car derrière chaque produit français, il y a une main, une histoire, un visage. Bonne vidéo et vive le Made in France, vive le fabriqué en France. Alors bonjour Davy, aujourd'hui on est avec vous sur votre stand, c'est vous qui avez créé la marque. Tout à fait. Davy Dao, vous avez créé la marque Dao. Ouais. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de votre marque, qu'est-ce que vous commercialisez? Ouais, alors en fait c'est une marque que j'ai créée, une marque éponyme que j'ai créée maintenant en 2012. Là aujourd'hui c'est notre 8e salon MIF Expo et notre spécialité c'est la création et la fabrication de jeans Made in France dans notre atelier qui est basé à Nancy. D'accord, les matières premières, parce que c'est souvent important, parce qu'on a beaucoup de fabrications en France où en fait toutes les matières premières viennent de l'étranger. Ouais. Vous, c'est pas le cas, je crois. On va avoir effectivement une sélection de matières françaises qui sont notamment tissées dans les Vosges et dans le Doubs, voilà, pour la plupart. Et puis on va faire de l'import en Europe, souvent d'Italie, Portugal ou d'Espagne. D'accord. Et aujourd'hui, vous vendez en boutique aussi? Oui, tout à fait. Alors en fait, on a 3 canaux de vente. Le premier, notre site internet, daodevy.com. On va avoir 2 boutiques, une à Nancy et une à Paris. Et on va avoir également des revendeurs. On va avoir maintenant 35 revendeurs sur la France. Ah, 35, c'est Ouais. beaucoup. Ouais. D'accord. Votre gamme de prix aujourd'hui, sont abordables pour du Made in France? Aujourd'hui, on va sur une gamme de prix, on va dire, plutôt jean premium. On commence à 140 €, on finit autour de 200 € pour le jean. On a également une gamme de top qui va aller du t-shirt jusqu'à la veste. On va commencer autour d'une 50aine d'euros pour un t-shirt et on va aller jusqu'à une 200aine d'euros pour une veste. D'accord, c'est des prix raisonnables pour, on va dire, du textile durable et de bonne qualité responsable. On va dire que c'est un prix juste pour nous, dans le sens où par rapport au travail qu'on fournit, que ce soit en termes de création ou en termes de fabrication, on pense que c'est un prix honnête pour nos clients. Ça sera jamais à la portée de tout le monde, ça on en a totalement conscience. On existe, on est là, plutôt que effectivement d'aller acheter ailleurs. Pourquoi pas se poser la question de savoir plutôt d'acheter une marque américaine, pourquoi pas acheter une marque française. Et donc on existe pour ça, pour que les gens puissent nous découvrir, nous trouver et nous essayer, on l'espère. Et vous avez combien d'emplois? Alors combien vous avez créé d'emplois sur le sol français? Ça c'est important. Voilà. Alors en fait en interne nous on est 10 et puis après en emploi indirect on va avoir 2 sous-traitants, des tisseurs, on va être aux alentours d'une soixantaine d'emplois indirects. D'accord. Bon bah écoutez, merci et puis on va découvrir votre gamme. Merci, au plaisir. Nous sommes donc là maintenant sur le stand de Lordson, fabricant de chemises depuis 1926 et nous allons interviewer Richard. Alors Richard, parlez-nous un petit peu de cette marque, bientôt centenaire. Donc effectivement, cette marque est née en Alsace en 1926. Elle est arrivée dans notre joli département de l'Indre en 1975 et est restée dans l'Indre. Donc il y a 10 ans, quand cette marque a failli s'éteindre, j'ai dit c'est un patrimoine régional qu'on n'a pas le droit de laisser partir. Donc on a racheté la marque et on est reparti de plus belle pour recréer des nouveaux produits avec l'objectif de faire le plus rapidement possible du 100% Made in France. D'accord, et donc dans ce 100% Made in France, donc je pense que la fabrication est en France, ça c'est clair, et le sourcing des matières premières? Alors le sourcing des matières premières, tout ce qui est coton de chemise, il n'y a pas de plantation de coton en France, donc voilà. Donc nous on achète dans le nord de l'Italie, chez un de nos fabricants, où on surveille un petit peu quand même la provenance des cotons, etc. Et après on s'est vraiment attaché à développer un lin
parce que la France est le premier producteur mondial de lin. Donc on a créé un produit 100% français avec du lin qui est récolté en Normandie, qui est éteint dans les Hauts-de-France et qui est fabriqué chez nous. Donc, et d'où l'année dernière notre visite à l'Elysée, puisqu'on a proposé des produits 100% made in France avec même les boutons qui sont en buis véritable et qui sont dans le Jura. Vous avez ce modèle-là en lin Made in France sur le... Oui, vous l'avez juste derrière vous, donc cette belle chemise ici. Ah oui, effectivement. Voilà. Et juste avant, on avait travaillé avec une entreprise des Vosges pour développer un polyester coton, donc avec des particularités, puisque le polyester est un absorbeur de transpiration. Et deuxièmement, le jersey permet aussi d'avoir un produit qui est pratiquement infroissable. Donc cette chemise en jersey qu'on a développée dans 8 coloris différents, elle est complètement tricotée dans les Vosges. D'accord. Et donc là, vous employez sur le territoire français combien de personnes ? On emploie 49 salariés, donc, puisqu'on travaille pour notre marque, mais on travaille après pour des grandes marques du luxe français et étrangers. D'accord, oui, vous avez de la sous-traitance pour des plus grandes marques et la répartition du chiffre d'affaires entre votre propre marque et la sous-traitance ? Notre propre marque aujourd'hui ne représente que 5% de notre chiffre d'affaires et la sous-traitance donc 95%. D'accord, et on peut trouver votre marque dans des boutiques ? Alors non, puisque nous on a voulu être en direct avec les particuliers pour pouvoir leur permettre d'acquérir des produits français à des prix abordables. Alors je sais qu'à 99 €, qui est notre prix de démarrage, une chemise, c'est pas donné, mais quelque part pour un produit français, je pense que ça n'existe pas sur le marché. Je mets au défi quelqu'un de me trouver un produit fabriqué en France, dans notre coton, dans notre grade de qualité à 99 €. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie Richard, et puis bonne continuation pour cette marque qui fête ses 100 ans l'année prochaine. Effectivement, écoutez, merci beaucoup de nous avoir choisis et interviewés, et puis bon courage pour la suite. Merci. Et voilà, comme il faut mettre les actes en face des pensées. On a acheté la chemise, alors je ne sais pas si ça va être bien cadré, ça me va bien ? Parfaitement bien. Parfait, donc c'est un modèle Bergerac, je ferai des photos un petit peu plus tard. Et donc comme ça on repart avec. Et donc l'avantage du salon, c'est d'avoir pu essayer ma taille et de savoir pour la prochaine fois pour acheter sur internet. Merci Richard. De rien. Les bonnets français, ça c'est ceux dont je vais avoir besoin pour cet hiver. Alors là nous sommes avec Patrick sur le stand de la marque Hector et vous allez nous en dire un peu plus. Oui, alors Hector c'est une marque qui est née il y a à peu près 11 ans et l'objectif c'était de fabriquer des chaussures en France en étant si possible éco-conçu. Très vite on s'est orienté sur une première gamme de produits avec une tige qui était en polyester tricoté, donc ça a de multiples avantages. Le tricotage permet d'avoir en fait un confort assez intéressant. Quand on chausse les Hector, on a l'impression qu'on a une paire de chaussettes avec des semelles, donc très très agréable à porter l'été notamment. On peut les laver à 30 degrés et en plus ce polyester recyclé, il est issu du recyclage de bouteilles en plastique. Donc le fil est fabriqué en Italie parce qu'on n'a pas trouvé de fournisseur en France. Par contre, le tricotage est fait à Saint-Étienne et il arrive dans notre atelier à Claveyson, dans la Drôme, à côté de Romans, donc, qui était historiquement la capitale de la chaussure de luxe en France. Et donc notre équipe, chez Hector, il y a environ une quinzaine de personnes, mais comme on fait partie en fait d'un groupe, on a regroupé des compétences avec d'autres marques du groupe auquel on appartient, donc le groupe Chamatex, pour avoir plus de personnel. Et donc il y a des passerelles entre les marques du groupe. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui nous accompagnent quand on a des demandes à fabriquer. Et voilà. Et on a l'année dernière donc mis en place une nouvelle gamme de chaussures qui là n'est plus en polyester recyclé, mais qui est en cuir. Parce qu'en fait, il y a quand même sur ce marché de la sneakers, il y a des demandes pour des chaussures en cuir. Donc les cuirs sont italiens. Toute la construction de la chaussure, le design, la conception, l'industrialisation est faite dans notre atelier. On a utilisé des semelles qui viennent de chez Vibram. Au-delà du fait que la marque est relativement connue, alors peut-être que
les moins jeunes, enfin les plus jeunes par contre, ne la connaissent pas, mais c'est vrai que dans l'univers de la rando notamment, c'est une marque qui est très connue. Et l'avantage de cette semelle, c'est qu'en fait on peut quand elle est usée, pas quand elle est percée, mais quand elle est usée, vous nous renvoyez votre paire de chaussures et on va vous la réparer en rajoutant en dessous une pièce en caoutchouc pour faire durer en fait vos chaussures. Voilà. D'accord, donc en plus de l'éco-conception, vous avez prévu aussi le SAV entre guillemets, Voilà. pour que... Sur la durabilité, pour essayer effectivement, notamment en utilisant des semelles en caoutchouc, qui ont des propriétés, je dirais, antidérapantes, mais en plus, sur certains modèles, pas sur tous, on peut donc en plus les réparer pour faire durer en fait votre paire de chaussures. c'est très bien tout ça. Et où est-ce qu'on peut trouver votre marque? Elle est distribuée en magasin? Alors oui, en fait c'est excusez-moi, j'ai un trou. On est représenté à peu près dans une centaine de boutiques en France. Nous avons un site internet sur lequel vous retrouverez l'ensemble de notre gamme. Les produits, ça va du 36 au 45. Il y a des produits plus typés féminins et d'autres plus masculins. Mais ça se joue uniquement sur les couleurs, puisqu'au niveau des modèles, on a en fait un modèle un peu universel. Et c'est juste les couleurs ou les décors qu'il y a sur les chaussures qui permettent de les personnaliser et de les orienter plutôt pour la femme ou plutôt pour l'homme. D'accord, et dans cette période un petit peu mouvementée où on parle beaucoup de la fast fashion, d'installation par exemple de Shein, mais il n'y a pas que, comment vous voyez vos enjeux pour l'avenir pour pouvoir continuer à produire des chaussures, dans votre cas, en France? Alors moi, ma vision personnelle, mais voilà, elle ne vaut que pour moi, je pense qu'en fait il y a deux facteurs. Il y a l'innovation. Nous, quand on a décidé de faire des chaussures tricotées, on était les seuls à les faire en France. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on a inventé le concept, il existait ailleurs, mais on était les seuls à les faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est toujours les seuls à le faire. Et puis aussi, on doit se positionner différemment. On sait que dans l'esprit des gens, ça commence à rentrer, le fait que le Made in France, c'est forcément un peu ou moyennement plus cher. On n'est pas obligé de dire beaucoup plus cher. Puis il y a quand même plein de marques dans le luxe qui s'en sortent face à tout ce qui pourrait être fait à l'étranger. Donc je pense qu'on doit trouver un positionnement de nos produits qui ne soit pas... on ne va jamais chercher à faire ce que font des marques qui vont fabriquer en Asie, puisqu'on pourrait aussi fabriquer en Europe. Il y a beaucoup de marques qui fabriquent au Portugal notamment, et où on est à peu près sûr que les conditions de travail sont équivalentes aux nôtres, même si les salaires sont un peu inférieurs. Ça risque de monter dans les années à venir, et donc il y aura à ce moment-là moins de challenge à aller là-bas. Mais je pense c'est innovation et puis oui, trouver un positionnement de marque où en fait votre clientèle, vous êtes elle vous trouve vous, elle trouve personne d'autre sur votre marché. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Hector et le tricotage. Voilà. Donc nous, quand les gens découvrent le concept, au-delà du fait que quand ils enfilent la chaussure sur le salon, ils font tous waouh, il y a un effet waouh qui est dû en fait au choix qu'on a fait, qui était d'innover en tricotant et en faisant du recyclage sur nos chaussures. Voilà. Écoutez, merci pour tout ça. Et puis moi je vais en essayer une paire. Voilà. Vous l'avez en 42, quelque chose comme ça? Bien sûr, oui. Alors vous voulez essayer quoi? Un cuir, plutôt un tricoté? Oui, plutôt, c'est votre spécialité. Donc tout ça, c'est les tricotés? Voilà, exactement, ouais. Donc l'avantage du polyester, si je continue, donc au-delà du fait qu'on peut vraiment faire sur la base d'un modèle, on peut le décliner avec différents coloris, différents tricotages. Le polyester aussi, on peut ce qu'on appelle le sublimer, c'est-à-dire faire un transfert thermique de couleurs. Et l'avantage par rapport à une sérigraphie ou à un autocollant, entre guillemets, c'est que la sublimation, l'encre pénètre à l'intérieur des fibres et en fait ça résiste au lavage, ça résiste à l'abrasion, au frottement. Donc du premier jour au dernier jour, la couleur de votre modèle ne va pas bouger. Et on passe à la machine à laver. On passe à la machine 30 degrés. C'est génial. Vous avez même les paires de blanches. Les gens souvent ils sont un peu réticents en se disant ouais, le blanc. Et l'avantage même par rapport à un cuir, c'est que vous les mettez dans votre machine à laver et vous les ressortez, elles sont nickel. Voilà. Puis on les lave à la main si on veut. Mais... Oui, c'est plus contraignant et plus laborieux, on va dire.
ben, on va essayer la paire. On a déjà les chaussettes qu'on reconnaît et on a pris la paire de blanc rouge. Moi c'est 100% Quand on les rouvre, Elles reprennent leur forme. voilà, c'est pas marqué, il n'y a pas de. Vous faites ça avec une chaussure en cuir, c'est moins. Ah ouais, non, c'est moins dommage. évident. C'est dommage de faire ça avec du Ah, cuir en cuir. Autre chose, il y a une semelle amovible, semelle interne amovible. Voilà, donc quand vous les lavez, vous l'enlevez, mais qui vous permet, si vous avez vos propres semelles, en fait, de les installer à l'intérieur. Comme ça, vous avez. Oui, même des semelles orthopédiques, par exemple, c'est Voilà. très adapté. Ouais. Et comme il y a de plus en plus de gens en fait, qui Ouais. ont des semelles parce qu'ils ont des petits soucis de hauteur ou de. Donc ça permet Colonne vertébrale aussi. voilà, de rester avec ses propres semelles à l'intérieur des Hector. Bon, ben, en tout cas, Hector, une marque à découvrir ou à redécouvrir. Merci. On a C'est elle lancé qui parle, nos- c'est nos madame 80 ans donc, Ouais. cette année. Qui Bah, a je été suis ça de près, vous savez, un hein, franc c'est succès, un- tout à ouais. fait. Et puis là, on est en force cette année. On vient de lancer une levée de fonds donc, lundi. Je ne sais pas si vous avez Qui a suivi duré l'actualité. quelques heures. Qui a duré Vous pouvez quelques donner heures. quelques jours, quelques Effectivement, semaines, donc on ouais. a 20 millions de promesses d'investissement qui sont là et qu'on a récolté du coup. 20 millions On a 20 Wow. millions dans le pipe, 20 millions pour un Picardie. Hein. c'est ça. Exactement. Moi, j'ai besoin de toucher les objets, Ah, je suis allez-y, désolé. allez-y, hein. c'est Donc, avec je grand les plaisir. connais, hein, j'en ai chez moi, mais. Alors, aidez-moi à ouvrir. Allez-y. Voilà. Voilà. Il est vert pour Madame Tourdelier, en plus, c'est bien, à la vôtre. Et vive Duralex. Vive Duralex. Bah ouais, attendez, moi je vais faire. Alors, attendez. C'est la nouveauté aussi, monsieur. Ah oui, celui-là, je le connais, celui-là, j'en ai acheté. Enlève ton micro un peu. Ça, c'est une nouveauté, monsieur le ministre. Très bonne nouvelle. J'ai 20 ans. Monsieur le ministre, une question. Est-ce que vous avez souscrit à la cagnotte pour Duralex? J'avais souscrit en mon temps puisque j'ai été le ministre qui a signé le prêt pour accompagner la création de la SCOP. Vous vous en souvenez? Oui, mais à Donc, titre personnel. Non, à titre personnel, je ne l'ai pas fait. J'évite les conflits d'intérêts, vous savez. Ça se pourrait. Non, mais je suis très heureux que les Français. On dit souvent hein, le Made in France, ça coûte plus cher. Là, il y a des Français qui sont prêts à investir dans une entreprise du Loiret qui fait partie du patrimoine national. Et donc, non, bravo à celles et ceux qui ont participé. Et je suis persuadé qu'ils vont en plus gagner de l'argent en vendant des verres. Donc, on ne fait pas ça On leur juste souhaite. pour aider Duralex. On fait ça aussi parce qu'il y a des gens qui souhaitent investir dans le fabriqué en France. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Et bien du coup d'avoir de nouveau un soutien des Français, je pense que la Donc vous voulez journée, vendre. elle a bien démarré, Ouais. donc on est là pour vendre, montrer qu'on est là en force. On a des nouveautés produits, Alors, donc les nouveautés, voilà montrez-moi. justement Donc ça, c'est les verres à café donc, Ouais. noirs. Et avec la levée de fonds qu'on a réalisée donc lundi, l'objectif c'est là aussi d'accélérer sur toute la partie nouveaux produits. Donc il y en a plein qui sont dans les cartons et ça va nous permettre justement de transformer notre belle entreprise. Bravo. Comment vont les salariés? Plutôt très bien, donc Ouais. on est sur un petit Il y a nuage eu des un moments tous difficiles, bien donc, sûr. c'est Maintenant pour ça voilà, que je demande, il ouais. faut relever les jumelles et regarder l'avenir. Ouais. Et je vous avoue que voilà, avec l'engouement des Français derrière nous, le soutien du Made in France et de l'industrie via la levée de fonds de lundi, on est plutôt sur un petit Bon, nuage. vous les saluerez pour moi. Hein. J'étais venu Avec vous voir grand 2 plaisir. ou 3 fois Ça marche. ces dernières années. Ça sera avec grand Et plaisir. je continue à vous Ça suivre sera de près. relayé. Et acheter des verres. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça marche bien aussi. Ça marche très bien. Donc ça c'est Freshbox, des boîtes Box de en verre. voilà, boîtes de conservation ouais, qui ouais, font aussi je me partie de souviens très bien. nos meilleurs Vous produits. aviez lancé ça il y a quelques années. Et là on a des nouveautés qui arrivent avec des couvercles hermétiques dans quelques semaines. Très bien. Bon, c'est ça. Bon C'est salon. ça. Merci à Bravo à vous. Belle journée, Et, merci. vous saluez tout le monde là-bas. Ça marche, j'y manquerai pas, merci. Merci, monsieur le ministre. Merci. Alors nous sommes avec Philippe sur le stand de Pull Émail. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur votre entreprise, votre marque et vos Alors nous, produits? c'est une entreprise familiale, c'est la 4e génération. On s'est spécialisé dans le tricotage 3D, sans couture. L'intérêt, c'est que le tricotage 3D, ça génère 0 à 3% de déchets, alors qu'un pull coupé cousu conventionnel génère 20 à 30% de déchets. Donc voilà, pour des raisons écologiques, on a pris ce choix-là. Voilà, et après, on fait des choses à base de mohair, à base de laine. Je vais avoir aussi tout ce qui est alpaga. Donc c'est que des pulls mixtes qui me permettent un meilleur usage de lavage pour une nouvelle génération qui maîtrise un peu moins le laver à la main, quoi. Voilà. Bien sûr.
Et vous êtes dans quelle région? Alors nous sommes basés en Vendée, voilà, à côté de Châlons, Faleron. Et nous sommes une entreprise de 18 personnes. 18 personnes? Ouais. D'accord. Écoutez, merci. Ouais, pour vous, justement, une question sur les enjeux de ce métier textile aujourd'hui en France, avec comment va arriver la fast fashion, comme vous dites, les gens lavent moins la main, mais aussi sont moins habitués peut-être à acheter des produits de qualité. Alors moi je vends du confort et du durable, c'est ce que j'aime dire généralement. Si on existe depuis 1936, c'est pour des choses en fait en termes de qualité. Et surtout, nous si on a fait le choix aujourd'hui de s'orienter vers le 3D, c'est parce qu'en fait on a un souci de recrutement. Aujourd'hui en France, trouver des opératrices en confection, des opérateurs en confection, ça devient très très compliqué et la seule solution qu'on a trouvé c'est le tricotage 3D, puisque lorsque je vais faire un pull comme ça, il va passer dans les mains d'une opératrice en confection, une à deux opératrices en confection, alors qu'un pull coupé cousu conventionnel va passer dans les mains de 8 à 10 opératrices en confection. Donc le choix est vite fait, soit je fais de l'immigration sélectionnée ou soit je fais de l'innovation technologique. Et c'est ce qu'on a fait, l'innovation technologique. Oui, effectivement, il faut suivre son temps. Quand on voit les usines robotisées dans le reste du monde, c'est vrai que la France, on peut quand même fabriquer en France, même s'il y a une partie qui est robotisée. L'important, c'est que le savoir-faire reste... Exactement. Et on a des familles à faire vivre, donc l'idée, c'est de rester avec... même si aujourd'hui, on part sur des orientations un peu différentes, puisque je fais du prêt-à-porter, du pull, et à côté de ça, je fais tout ce qui est technique. C'est une nouvelle orientation qu'on a pris. On fait tout ce qui est... chaussettes à pneus pour rouler sur la neige, donc tricoté en 3D. Et on fait tout ce qui est pare-battage pour yacht de luxe. Voilà, ça aussi en polyester, c'est ce qu'on appelle le tricot technique aujourd'hui, puisque ce chiffre d'affaires est en train de grappiller gentiment sur tout ce qui est prêt-à-porter. Ouais, vous avez la diversification et en fait c'est ça qui vous fait survivre aujourd'hui. Est-ce que vous faites de la sous-traitance pour des grandes marques ou pas? Oui, je suis façonnier pour beaucoup de marques. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce domaine, enfin j'ai vu avec d'autres, vous avez vos marques, mais pour survivre, si vous n'avez pas le volume des autres marques, c'est plus compliqué. Oui, en fait on vend du temps. Donc du temps de tricotage, du temps de confection. Donc s'il y a des trous, il n'y a pas de souci, on travaille avec des grandes maisons pour faire ces pulls-là. Donc je fabrique pour beaucoup de gens. Écoutez, merci Philippe, et bon salon. Vous aussi, bon courage. Alors est-ce que c'est l'aigle de Napoléon ou est-ce que c'est l'aigle de Nice? Première vue, c'est plutôt Napoléon. Là c'est original, donc on a un baby-foot, on dirait presque l'OM qui joue. Et là on a des figurines toutes différentes pour personnaliser son baby-foot. Bonjour les jeunes, je peux vous poser 2-3 questions? Vous avez plaisir de voir des jeunes déjà dans des salons comme ça? Merci. Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est l'école. Ah merde, vous êtes forcé d'être là? Non, on n'est pas forcé, mais bon. Vous faites quoi comme école? On est en terminale STMG. Voilà. STMG, ça veut dire? Sciences techniques du management et de la gestion. D'accord. Et sur le salon, vous êtes venu découvrir quoi? Un peu tout. Un peu tout, on s'intéresse un peu à tout. Voir les principes des entreprises, leurs buts, et goûter un peu ce qu'ils proposent. Et donner des... Vous êtes en gastronomie plutôt. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est aussi pour l'orientation, comme on a... Ça s'appelle comment le truc qu'on doit faire avec l'entreprise? Le grand oral pour le bac, c'est-à-dire on regarde les entreprises, si on peut prendre une entreprise pour le grand oral. Après, on a une fiche de questions à leur poser et ça va nous aider pour le grand oral. On peut choisir une entreprise d'ici qu'on présentera ensuite au projet final. D'accord. Et indépendamment de ça, est-ce que le Made in France, ça vous parle aujourd'hui? C'est-à-dire d'acheter français pour défendre nos emplois, pour défendre les savoir-faire, plutôt que de faire, excusez-moi de dire, mais des fois de la fast fashion ou de ce genre de choses? Ouais, c'est bien, c'est quand même une sorte de preuve de qualité déjà. Et c'est quand même bon et voilà, c'est bien. Ça permet de soutenir nos producteurs locaux aussi. Même si des fois c'est un peu plus cher, ce sera plus qualitatif. Est-ce
que vous comprenez pourquoi c'est plus cher d'acheter du français alors que ça vient de moins loin? C'est des produits frais, c'est des produits de qualité. Et aussi, c'est un peu le coût de main-d'œuvre aussi qui est plus cher en France. Le coût de main-d'œuvre. Le coût de main-d'œuvre, alors, en fait, au final, c'est quoi? C'est vos emplois de demain. Ouais, c'est Exactement. Si vous n'achetez pas français aujourd'hui, demain, vous n'avez pas de boulot. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Écoutez, je vous souhaite un bon salon, une bonne continuation. Merci. Au revoir. Je vais vous donner. Alors, une question sur l'ouverture de Chine en France. Moi, je trouve que c'est pas très responsable par rapport à la France parce que déjà, les prix, c'est cher, même si c'est Shein. Par exemple, sur le site, c'est moins cher qu'en boutique. Et en soi, c'est pas valu parce que ça défavorise les entreprises françaises et tout. Et c'est pas du français, c'est de la mauvaise qualité et tout. Et c'est pas bon pour l'environnement aussi. Et la santé aussi, ça dégrade un peu l'image de la France. Et la santé des salariés, parce qu'ils exploitent, c'est ça, les Ouïghours, je crois. Et donc c'est un peu de l'esclavage moderne. Et voilà. Et vous, est-ce que vous avez... bon, aujourd'hui, vous êtes jeune, hein, c'est vrai qu'acheter français, on l'a dit tout à l'heure, c'est un peu plus cher, mais est-ce que quand vous avez la possibilité, vous essayez d'acheter des produits alors, à manger, mais aussi tous les autres produits d'équipement de la maison? Alors, peut-être encore chez vous, peut-être chez vos parents, mais... Donc on ne fait pas trop attention. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, plus tard, vous dites, ça, il faut que je fasse attention? Bah, pour favoriser l'économie locale, oui. Mais après, à notre âge, on n'est pas encore... on habite encore chez nos parents, donc on ne fait pas trop attention. C'est pas nous qui achetons les produits pour la maison, etc. Et vous pouvez faire du lobby auprès de vos parents. On peut leur dire, moi, je vais acheter plutôt telle ou telle marque, s'ils peuvent, bien sûr. Hein. Oui, aujourd'hui, on pourrait leur demander, mais c'était pas trop nos priorités, on va dire. Ça pourrait devenir, là, en rentrant chez vous, là, peut-être vous allez dire aux parents, alors peut-être pas tout, mais de choisir, d'orienter les achats vers quelque chose qui sauve l'emploi en France. Après, c'est vrai que des fois, le prix, ça joue un peu quand même. Les gens, quand ils voient le prix, ils préfèrent aller voir des prix moins chers que plus chers, même si la qualité elle baisse, quoi. Et est-ce que c'est pas une question dans des sociétés comme ça aujourd'hui où on privilégie peut-être trop la quantité par rapport à la qualité? Ouais, quand on voit dans des magasins, il y a beaucoup plus un peu une sorte de surproduction. Et parce qu'il y a beaucoup de gaspillage, et quand même, c'est ce qui est un peu cause de cela, en fait. Bon, mais merci une deuxième fois. Merci. Alors maintenant, nous sommes avec Guillaume sur le stand de la Merlali. Et donc vous allez un petit peu nous parler de l'entreprise, qu'est-ce que vous fabriquez comme produit? D'abord, merci d'être venu, c'est avec plaisir. Nous, on est la plus vieille conserverie de Bretagne. On a été créé en 1860. Donc on a gardé l'entité. Avant, Merlali faisait les pâtés pour les marins pêcheurs qui allaient pêcher la morue. Donc on a gardé la petite entreprise, 15 salariés. On va chercher les produits locaux. Pour nous, le local est très important, aussi bien au niveau des approvisionnements. Donc on achète notre porc, on ajoute du sel, du poivre, un peu d'eau et on fait notre pâté comme à l'ancienne avec un gros grain. Donc 15 salariés qui travaillent, qui donnent envie. On est là depuis des années pour faire parler de la Bretagne, de l'emploi local, parce que c'est important, parce que qui dit matière première dit aussi emploi local. D'accord. Et aujourd'hui, pour vous, les enjeux d'orienter la consommation des Français vers plus de produits français ou européens, hein, on peut élargir, plutôt que tout ce qui est importé. Bon, là, vous êtes dans l'alimentation, on a les problématiques des marchés importés, le Mercosur ou le Canada, par exemple. Alors, nous, on est vraiment sur, comme je vous le disais, des approvisionnements 100% France, voire même 100% Bretagne. Nos produits sont Bretagne, nos emplois sont locaux et sont bretons. Notre emballage est Bretagne aussi. Quand on ne peut pas acheter en Bretagne, on achète en France. On n'a pas un gramme de porc qui est acheté en Europe. Tout vient de France. D'accord. Bon, écoutez, merci et bon salon. Merci beaucoup de votre visite. Alors, est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est le téton. C'est bon. Je préfère la coucougnac. Vous préférez la coucougnac que le téton? Non, c'est très bon. Ah bon? Voilà, donc nous sommes sur le site de Fury Fury. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la marque? Oui, Fury Fury, c'est un nouveau condiment pour saler autrement. Un condiment à base de graines de sésame, d'algues de Bretagne, fabriqué en France, évidemment, avec plein d'autres ingrédients très très bons pour donner du peps à tous les plats. Ça se saupoudre au dernier moment dans l'assiette. Vraiment, il n'y a rien de plus simple, c'est prêt à l'emploi. Et ça va vraiment surtout d'une soupe, c'est la saison des soupes en ce moment, velouté de légumes, à un simple bol de riz quand on est pressé, des pâtes pour éviter d'utiliser des sauces où il y a des ingrédients pas très très bons. Donc c'est vraiment la naturalité au quotidien avec plein de saveurs, plein de peps, du croustillant, seulement 5% de sel. Donc ça c'est vraiment, on s'inscrit dans le bien manger
Et puis on commence à intégrer les algues au quotidien. Les algues qui nous apportent plein de bonnes choses, une richesse en fer, en iode, en magnésium. Donc Furi, c'est la santé dans l'assiette. Avec moins de sel. Avec beaucoup moins de sel et beaucoup plus de goût surtout. Ça croustille, c'est le petit twist final sur une cuisine hyper simple. Des plats très bruts qu'on cuisine sans additifs et on vient saupoudrer Furi au dernier moment pour assaisonner tout simplement et saler autrement. Eh bien merci. Alors nous sommes avec Aline sur le stand de Umami. Alors pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que fait la marque? Alors, Umami, ce sont des bouillons archi-bons. Archi-bons pourquoi? Parce qu'ils sont clean, donc pas d'additifs, pas de conservateurs, faits en bio avec des ingrédients naturels. On travaille avec des partenaires agriculteurs 100 km autour du Mans. Et l'idée en fait c'est de remettre sur le devant de la scène des bouillons liquides comme ils étaient faits autrefois avant d'être remplacés par des cubes. Donc on vient en remplacement des bouillons cubes et on vient également en remplacement des poudres de collagène parce que les bouillons sont très riches en collagène. Et là vous faites ça depuis combien de temps? Donc l'entreprise est créée depuis 2023. Au début on était axé sur vraiment les produits qui font du bien aux femmes enceintes et en postpartum avec la marque Good Food for Mama. Et la demande s'est très fortement portée sur les bouillons et donc on s'est mis à créer les bouillons sous la marque Umami. D'accord, et ce bouillon là qui remplace le cube, une fois qu'on l'a ouvert, on peut le garder combien de temps? Comment on le conserve? Alors le bouillon une fois dans l'épicerie sèche c'est 3 ans, après quand il est ouvert c'est 3-4 jours au frigo et on peut le congeler en bac à glaçons aussi. Ah oui voilà, ça c'est très intéressant de congeler en bac à glaçons. On n'y pense pas mais on peut congeler beaucoup de choses en bac à glaçons. Et bah oui, et surtout que ça préserve les qualités nutritionnelles du bouillon, donc c'est tout à son intérêt. Et vous êtes dans quelle région? Je suis basée au Mans, en Sarthe, et on travaille qu'avec des partenaires locaux 100 km autour du Mans. Eh bien merci. Merci à vous. Au revoir. Je suis distributeur en Guadeloupe. Je voulais savoir si vous étiez référencé dans des grandes surfaces en France. En France, en métropole, oui. France métropolitaine. Oui. Magasin bio, épicerie fine, pharmacie, concept store. D'accord, mais vous n'êtes pas dans les grandes surfaces encore? Non, Carrefour, Monoprix non plus? Non, pas du tout, parce qu'on est en bio et on a choisi le côté bio. Les magasins bio. Oui. Ok, d'accord. Bon, parce que comme on est en Guadeloupe, qu'on importe, vous êtes chez Naturalia, La Vie Claire, des choses comme ça? Alors on a quelques La Vie Claire, Naturalia pas encore, on les attend. On les attend de pied ferme. D'accord, ok. Bon, bah, parce qu'après... Bio c'est bon. Biocop. Ouais, quelques La Vie Claire. Ouais. Après en Guadeloupe, on est limité en termes d'enseignes. Mais est-ce que je peux avoir votre contact déjà? Parce que comme ça, je verrai localement quand je serai rentrée. Avec grand plaisir. Et si vous voulez me donner, vous avez une petite carte? Oui, j'ai une carte. Alors. Je voulais vous dire qu'il faut donner la force à cette entreprise qui met en avant les vigneronnes françaises. Parce que les femmes sont mal connues dans le secteur du vin. On parle tout le temps d'hommes vignerons. Et là, elle met en avant non seulement les femmes, mais vous voyez, elle personnalise tout ce qui est cuvé avec les illustrations de chaque vigneronne. Donc il faut... J'ai vu un reportage sur les vigneronnes justement il n'y a pas très longtemps. Une personne qui reprenait la vigne de sa maman. Oui. C'est pas vous? Non, c'est pas moi. Alors, nous, on n'a pas de vigne, mais on va vraiment aller à la rencontre des vigneronnes pour sélectionner nos vigneronnes coup de cœur à travers les plus beaux terroirs français. Et effectivement, elles sont très présentes aujourd'hui en termes de chefs d'exploitation, c'est à peu près 30% de femmes, donc c'est non négligeable, mais c'est vrai que pendant très longtemps et traditionnellement, elles étaient vraiment moins mises en avant, souvent elles étaient plutôt derrière le nom du frère, du mari, du père, ça se faisait comme ça, et puis aujourd'hui, heureusement, on commence à les voir de plus en plus, mais voilà, on essaye vraiment de leur donner plus de visibilité à travers Écrit. D'accord, et le concept, si je vois les bouteilles, donc en fait, c'est de mettre le prénom de la vigneronne sur les bouteilles. Tout à fait, exactement. Vous voyez le portrait et le prénom des vigneronnes avec qui on travaille sur chacune des bouteilles. C'est réalisé par des artistes françaises différentes. Et tous nos vins sont bio, en biodynamie, en conversion. On essaye vraiment de proposer un vin qui soit sans concession. Voilà. D'accord, écoutez, avec modération, moi j'aurais bien goûté un blanc sec avec si vous avez. Donc je vais vous en proposer deux. Je vais avoir un vin blanc sec de Loire avec Amélie Naud, qui est présidente de l'appellation Saumur-Champigny. Ça, c'est vraiment notre vin blanc sec avec le plus de tension, un côté un petit peu acidulé sur les agrumes qui est très agréable. Et ensuite, on partira faire un petit voyage en Alsace. D'accord. Oui. Et on va avoir un côté litchi, pétale de rose qui est très charmeur. Au nez, on va presque s'attendre à avoir quelque chose d'un petit peu sucré. Et vous allez voir, en bouche, ça reste très frais, très croquant. Et ici, on est sur le terroir à Grand Cru Kéferpé. Merci.
Nous sommes avec Stéphane sur le stand de la maison Granola. Alors Stéphane, qu'est-ce que fabrique la maison Granola et vos spécificités? Donc des céréales produites en Ile-de-France à base de flocons d'avoine torréfiés et donc avec 4 recettes assez gourmandes, très peu sucrées, grâce à l'apport des épices dans chacune de nos recettes. Une production également faite via des ESAT en Ile-de-France, uniquement via des ESAT. D'accord, et les matières premières, vous les fournissez où? Alors à plus de 70% en France, et ensuite on a quelques produits qui vont venir de l'Europe au plus proche. Et aujourd'hui, vous faites travailler combien de personnes avec votre entreprise? Alors, Asna est toute seule, on est quelques-uns à l'accompagner sur les salons, et ensuite on fait travailler 2 ESAT en Ile-de-France, une qui se situe à Montreuil et une à Vitry. Et vous l'avez dit, vous vendez uniquement sur votre site internet, c'est cela? Exactement, pour l'instant uniquement via notre site internet ou sur des événements comme là, les salons et les... Merci. Merci beaucoup. Produit. Mais c'est moins gras, tu vois. C'est fondant mais pas gras. Voilà. Tu vois les belles fibres? Tiens. Comme une petite sucette, tu vois. Et là c'est marinade haïtin, sel, poivre. Et après on met un petit peu de muscade. Hein? Délicieux. Hein, tu vois ce que ça te fait? Ça te fait un produit qui est joli comme ça. Là vous avez le fond, donc il y a un peu plus de gras, mais ça on le dose à la main. Donc c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir une bonne répartition du gras et de la viande en fait dans le pot. Et bon, ça on le dose en automatique, ça c'est à la main, donc tu vois c'est un boulot, voilà, mais ça fait un produit de super qualité. Hein? Et après on fait les meilleures crèmes dessert de France. Voilà. T'as pas goûté toi les crèmes dessert? Non, j'ai rien goûté pour l'instant. Mais... Allez. Tiens, ça c'est chocolat. Je goûterai après. Moitié crème, moitié lait de fer. C'est tout, hein? Et avec du Valrhona 70. Ça goûte tout. Ah oui. Moi je goûte tout, je reviens du coup moi. Tiens, regarde. Crème Nous sommes avec Simon sur le stand de la maison Marthe. Donc, bonjour. Vous pouvez présenter un petit peu la maison Marthe? Donc la maison Marthe, on est à la Cotinière dans l'île d'Oléron et on fait dans le jardin de ma maison l'été de la restauration. Donc on fait goûter tous les produits qu'on fabrique dans l'atelier qui est juste derrière. Voilà, donc nous on a plusieurs casquettes. On a du savoir-faire en stérilisation avec les petites conserves terre et mer que je t'ai montré avant, et aussi en pasteurisation, c'est-à-dire c'est du frais sous vide, les crèmes dessert qui sont faites comme ça, et aussi tout ce qui est fait au barbecue smoker. Tu vois le barbecue rouge là qui est sur la photo là, ça c'est un barbecue de 7 mètres de long qui fait en cuisson indirecte, voilà, au feu de bois, et ça fait la fumaison à chaud. Hein, et donc ça on fait les tartines salées à l'apéro, les plats de barbecue en plat, et après les petites crèmes dessert en dessert, et ça permet à nos clients de découvrir un peu notre savoir-faire. Ça permet d'avoir une interaction un peu différente avec les clients. Voilà. Ils goûtent, ils achètent, il n'y a pas de surprise. D'accord, et c'est super. Vous avez fait une gamme pour l'Elysée, vous avez dit tout à l'heure? En fait, on livre partout en France, voilà, et la qualité de nos produits permet de susciter l'intérêt de pas mal de clients différents. Donc là, c'était surtout la gamme pour Lafayette Gourmet. Ça, c'est une gamme plutôt festive avec du homard aux agrumes, du bar à la truffe, l'hôte au champagne, Saint-Jacques poitrine fumée. Donc ça, c'est voilà. Et dans l'ensemble de nos gammes sont quand même super qualitatives. On essaie de les proposer à des tarifs assez corrects dans l'ensemble. Eh bien, merci pour cette présentation et bon salon. Ouais, merci, à toi aussi. Alors nous sommes avec Ryan sur le stand de Délices de Guyane. Alors Ryan, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu l'entreprise? Et puis vous, quel est votre rôle aujourd'hui dans l'entreprise? Parce que vous m'avez dit que vous étiez donc en stage ou en apprentissage? Moi, comme vous l'avez dit, je m'appelle Ryan et actuellement je suis en stage à Délices de Guyane. Et si je devais présenter Délices de Guyane, il faut savoir que nous sommes producteurs de tous les produits ici. C'est-à-dire que partant du piment jusqu'à la confiture, au vinaigre, au sirop, jusqu'au punch et au rhum arrangé. Et d'ailleurs au liqueur aussi. Et si je pouvais en dire plus, c'est que la marque représente évidemment bien la Guyane, notamment ses produits locaux. Nous avons aussi du couac, des produits accessoirement axés sur la Guyane. Alors maintenant nous sommes avec Monique qui va compléter les propos de Ryan.
Alors, j'ai pas trop entendu ce qu'a dit Ryan, mais déjà, vous avez vu que Délices de Guyane, c'est une société qui essaye de former justement les jeunes. Donc, on a beaucoup de jeunes, aussi bien à Paris, qui sont venus faire leur stage qu'en Guyane, où on a notre unité de production. Et donc voilà, donc là vous êtes sur des produits qui sont 100% guyanais. Tout est issu de l'agriculture guyanaise, tout est préparé à la main avec beaucoup d'amour. Donc nos piments sont triés, cuetés à la main, nos fruits également sont pelés à la main. Et donc en fait ça fait vraiment la différence avec les autres produits qu'on trouve sur le marché. Et quels sont les enjeux, vous aussi, aujourd'hui sur les marchés français pour arriver à vendre? Enfin, je pense que vous vendez aussi à l'international. Le Made in France est quelque chose qui fait vendre. Alors le Made in France, voilà, le Made in France c'est vraiment une carte de visite qui est importante. Alors nous on est Made in France et Outre-mer, mais c'est vraiment une carte de visite. Aujourd'hui les gens savent que quand ils vont acheter français, ils achètent la qualité. Eh bien merci. C'est moi qui vous remercie. Et là nous sommes sur le stand du Petit Biscuit français avec deux artisans biscuitiers, Fabrice et Théo. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de la marque, ce que vous faites, d'où vous venez? Bonjour, donc nous c'est le Petit Biscuit français. Alors on est situé proche de Bordeaux, à Canet-Jean pour être plus précis. On réalise des biscuits personnalisés, donc en fait vous pouvez marquer ce que vous voulez en 3 lignes, 12 caractères par ligne. Donc pour passer un message un petit peu rigolo, faire rire les copains, ou un petit message à Noël pour toucher la mamie, un petit peu tous ces principes. Et ensuite on s'est développé du coup pour l'hiver avec 2 gammes. Un panettone aux fruits confits, un panettone au chocolat et pour finir, un bon pain d'épices moelleux et fondant. C'est génial tout ça. Et combien de personnes travaillent aujourd'hui à la biscuiterie? Actuellement au Petit Biscuit, on est 9 salariés, donc 4 personnes en production, 2 personnes qui s'occupent de la communication et Aurélie, donc la fondatrice, et son mari qui gèrent toute la direction de la boîte. Et c'est distribué où aujourd'hui? Sur votre site internet ou en boutique? On marche principalement sur le site internet. On n'a pas encore développé ce côté boutique, c'est pour ça qu'on vient faire des salons pour l'occasion. Et en même temps, pour la personnalisation, il faut le faire à l'usine. Exactement, c'est ça. Bah écoutez, merci à vous deux. Merci et bon salon. Merci. Alors maintenant, nous sommes avec Mathias sur le site d'un petit breton. Et alors, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand, Mathias? Des petits gâteaux bretons revisités en 2 bouchées. Normalement, le gâteau breton, il est gros. Là, c'est en petits cubes. Ça permet de manger, de se faire un petit plaisir sans trop en abuser. Et comment vous est venue cette idée de faire le gâteau breton en plus petit? Justement parce que quand ma mère fait le gâteau breton en grand, il y en a pour tout, il y en a pour beaucoup. Et je me suis dit en petit cube, c'est pas mal. Ça permet effectivement de ne pas trop en manger, de faire un petit plaisir tranquille. Et aujourd'hui, vous le commercialisez comment? Alors je fournis quelques épiceries, notamment la grande épicerie à Paris, et quelques épiceries haut de gamme en France. Et vous avez combien de personnes aujourd'hui qui travaillent dans votre entreprise? Juste moi. D'accord. Pour l'instant, vous êtes seul et c'est vous qui faites tout alors? C'est moi qui fais tout. Du montage des boîtes au gâteau. Et depuis combien de temps vous faites ça? 2 ans et demi. Est-ce que vous avez prévu de grossir un petit peu, d'employer des gens? On espère, ouais. On espère grossir un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Peut-être du réseau de distribution pour augmenter la distribution? Ouais, la distribution, ouais. Et vous avez le temps de vous occuper de tout? Vraiment pas tout à fait. Tout seul, c'est pas facile de tout gérer en même temps, ouais. Bon, mais en tout cas, bon courage pour la suite. Et au plaisir. Alors, nous sommes avec Andrea sur le stand des hommes et des bœufs. Et alors, Andrea, qu'est-ce que vous proposez sur votre stand? Donc des saucissons 100% bœuf, issus d'élevage partenaire de bœuf Angus, tous français, évidemment, avec différentes recettes, fenouil, piment d'Espelette, nature, chorizo, noix du Périgord, olives de Nyons, tout est bon. Ce sont des produits pas gras, riches en protéines, sains. Et votre entreprise a combien d'années? On a 10 ans. Et ça fait à peu près la 8e année qu'on est sur le Made in France. On est toujours content d'y être. Et comment vous distribuez vos produits en général? On les vend qu'à des indépendants, des petites épiceries fines, des restaurateurs, des caves à vin, des boucheries, partout en France. Et aujourd'hui, vous employez combien de personnes dans l'entreprise? On est 3 salariés. Et quels sont les enjeux pour demain, pour vous développer ou pas, en tout cas, ou pour continuer à pouvoir proposer du Made in France?
Continuer de nouer des partenariats avec les éleveurs pour réussir à s'approvisionner en viande française, d'Angus, donc de qualité. Donc il faut vraiment parcourir un peu le territoire français pour que les éleveurs tiennent bon aussi. Vous êtes situé où aujourd'hui ? On est situé à Rambouillet, en Ile-de-France. Écoutez, merci. Et nous sommes avec Julien sur le stand de Clac. Alors Julien, qu'est-ce que vous proposez chez Clac ? Tout d'abord, CLAC, c'est l'acronyme de conserverie locale, artisanale et créative. C'est une conserverie 100% artisanale, 100% bio, basée à côté de Clermont-Ferrand. On travaille avec une quarantaine de fermes qui nous fournissent plus de 85% des ingrédients qu'on transforme. Et on crée des tartinables apéritifs, soit fromagers, mariage d'un légume et d'un fromage, soit des recettes 100% végétales. On est une petite équipe de 9 personnes. Tout est fait de manière artisanale par l'équipe ici présente. Et on retrouve nos produits en magasin bio, chez les cavistes, les fromagers et les épiciers fins. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous invite à approfondir par vous-même les sujets abordés. Sachez que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ces épisodes. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'encourager à continuer, vous avez 3 moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note, un avis ou un commentaire sur la plateforme d'où vous m'écoutez. Le deuxième, c'est de partager le podcast autour de vous, via vos réseaux sociaux ou simplement en parlant. Et enfin, le troisième moyen, c'est de me faire un don, avec cerise sur le gâteau, une réduction fiscale de 66%. Les liens sont dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord, afin de discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels. L'avenir nous rassemble. À très vite, merci